Bonjour Hélène. On commence d'abord avec l'Égypte où des dizaines de milliers d'opposants au président Morsi ont encerclé hier soir le palais présidentiel. D'après le quotidien égyptien Al-Ahram, les opposants à Morsi manifestent toujours pour exiger qu'il retire le décret par lequel il a élargi ses pouvoirs, pour protester contre son projet de constitution et pour demander la formation d'une nouvelle assemblée constituante. 3 exigences portées par le Front de sauvetage national égyptien qui regroupe plusieurs partis opposés à Mohamed Morsi et aux frères musulmans et dont les porte-paroles sont les anciens candidats à la présidentielle Hamdine Sabahi, Amr Moussa et Mohamed El Baradei. Une force d'opposition qui est évoquée par le quotidien panarabe basé à Londres, Achar Kalaoussat, qui se demande quant à lui si cette force-là parviendra au compromis nécessaire avec les islamistes, le compromis et les concessions de part et d'autre qui seront nécessaires pour sortir de la crise et parvenir à un consensus national. Le journal revient également sur l'attitude des frères musulmans et sur ce qu'il décrit comme sa lecture erronée de la société égyptienne, une vision finalement extrêmement partisane du pouvoir. Et outre le manque de concertation dont a fait preuve le président Mohamed Morsi, l'opposition reproche au projet de constitution d'imposer une vision conservatrice et religieuse. Oui, pour le juriste Baudouin Dupré, qui est chercheur au CNRS et qui a été interrogé par le journal Le Monde, le texte qui a été proposé par Mohamed Morsi recèle une ambiguïté fondamentale très nette dans tous les domaines qui touchent aux libertés et notamment aux libertés religieuses. L'article 44 de ce projet interdit par exemple d'insulter les prophètes des religion monothéiste, ce que le chercheur résume par cette formule lapidaire. On empile des choses, des articles en faveur de la liberté d'expression, en faveur de la liberté de culte, mais on laisse des interstices pour s'y engouffrer plus tard. Et c'est sans parler du statut de la femme dans ce projet qui connaîtrait un vrai recul avec l'annulation de toutes les références à l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme qui est contraire à la charia telle qu'elle est interprétée actuellement, notamment en matière d'héritage et de divorce. Et le projet de Mohamed Morsi stipule d'ailleurs noir sur blanc que la femme doit trouver, je cite, un équilibre entre ses devoirs professionnels et familiaux. Toujours au Proche-Orient, les pays de l'OTAN ont décidé d'accroître la pression sur la Syrie puisqu'ils ont donné leur feu vert au déploiement de missiles patriotes à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ils ont également mis en garde le régime contre la tentation de recourir à des armes chimiques. Damas, de plus en plus acculée, lancée dans une fuite en avant, se rapprocherait-elle de son point de rupture, se demande The Independent, qui parle de carnage autour et dans la capitale syrienne. Le journal veut voir dans le déchaînement de violence en cours le signe que le pouvoir est en train de glisser des mains de Bachar el-Assad et il explique que pour le moment une fausse guerre, une guerre diplomatique faite de sanctions, d'aide humanitaire mais aussi d'aide à la mise en place d'une solution politique, et bien que cette fausse guerre-là est pour le moment la meilleure des solutions, la meilleure solution du moins tant que le régime n'a pas recours aux armes chimiques. Tout autre chose à présent, l'Inde a été suspendue hier par le Comité international olympique qui a jugé que les élections de son comité national olympique n'étaient pas conformes à la charte. Oui, le CIO avait déjà fait part de ses inquiétudes au sujet de l'ingérence du gouvernement indien dans ce processus électoral et il avait fait savoir qu'une proposition de suspension serait présentée si la situation n'était pas rectifiée. La sanction vient donc effectivement de tomber, confirme The Times of India, qui rappelle également les conséquences très concrètes de cette mise au ban, l'interdiction pour les athlètes indiens de défiler sous la bannière nationale indienne et la fin du versement de fonds de la part du CIO. Ça n'était pas inattendu, mais c'est bien le signe qu'il est plus que temps de faire le ménage, écrit The Hindu, en regrettant toutefois que le CIO n'ait pas laissé au Comité national olympique indien le temps d'organiser ces élections et donc de donner les preuves de son éventuelle bonne foi. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse et bonne lecture à tous. Restez avec nous juste après la pause, la chronique économie de Karina Chabour.